C'est un des 4 quartiers du 4e arrondissement. Autrefois les 4 chemins, aujourd'hui on l'appelle les 5 avenues, même si on en compte 6. Boulevard de la Libération, avenue Maréchal Foch, boulevard de la Blancarde, avenue des Chartreux, boulevard du Jardin Zoologique et le boulevard Philippon. Ces artères souvent embouteillées sont le cœur d'un quartier véritablement animé. Ici, les enseignes de petits commerçants abondent, à croire presque qu'on se trouve sur la rue Saint-Ferréol. Et une chose qui fait la fierté des gens du quartier, le Palais Longchamp, son parc et ses musées. Monument de l'histoire de Marseille dans sa grande quête de l'eau. Les 5 avenues, un petit quartier bien sympa. Voilà, on y vit bien. 5 avenues, c'est un quartier bruyant, avec le tramway notamment, surtout très vivant. Très vivant avec la population qui y vit, qui y travaille et qui y passe. Et un quartier quand même très chaleureux puisque pas tout le monde mais beaucoup de gens se connaissent. C'est assez mixé, c'est ça qui est intéressant, des familles, des personnes âgées, des personnes seules, des étudiants. Par rapport à d'autres, je pense la convivialité par rapport à la population. Tout style de personnes, donc un mélange qui est convivial, que après tout le monde se connaît. Donc c'est comme un village. Alors c'est un vieux quartier de Marseille quand même. Moi qui suis plus très jeune, je peux vous dire que je l'ai connu depuis toute ma jeunesse, toute mon enfance. J'étais dans le collège des Chartreux il y a quelques années en arrière bien sûr. Non, c'est un vieux quartier qui s'est rénové et qui a un nouvel atout avec le tramway notamment. C'est un quartier où vous pouvez vivre dans ce quartier sans aller en ville parce qu'il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Les monoprix, les supermarchés, la mode pour les enfants, la mode, etc. Très commerçant avec plusieurs pharmacies, plusieurs supermarchés, on a tout ce qu'il faut. Avec une desserte par le tram, c'est bien pratique. Il y a beaucoup de boutiques maintenant, il y a beaucoup d'artistes qui s'installent aussi, donc c'est pas mal ça. Voilà. Ici, on est à la fois à la ville et à la campagne, avec le jardin zoologique et le Palais Longchamp. Perle du patrimoine marseillais, on ne pouvait pas passer à côté de ce monument historique classé en 1999 et si important pour Marseille. Aujourd'hui en travaux, le Palais Longchamp est un trésor d'architecture de style néoclassique achevé en 1869. C'est une œuvre d'Henri-Jacques Espérandieu, l'architecte de Notre-Dame de la Garde. Véritable hymne à l'eau, c'est un symbole de l'arrivée de la Durance dans la ville. Ainsi, le très riche décor du bâtiment et de sa fontaine cachée sous ses travaux évoque l'abondance et la fertilité amenée par les eaux du canal. Cet édifice est aussi conçu pour accueillir un musée d'histoire naturelle, un musée des beaux-arts, ainsi qu'un jardin zoologique. Le jardin zoologique existe depuis l'époque où on a décidé d'en faire un zoo, dans les années 1850. Et si on a eu cette idée de faire ce jardin zoologique, c'est que Marseille était déjà depuis très longtemps un lieu de passage pour de nombreux animaux qui venaient du reste du monde et en particulier de l'autre côté de la Méditerranée. François Montrichet, l'ingénieur à qui l'on doit finalement l'arrivée de l'eau à Marseille, et l'auteur du plan de ce jardin zoologique, donc qui a créé cette espèce d'espace paysager ponctué de petites folies qui sont ces éléments architecturaux. La cabane de l'éléphant, la cabane de la girafe, les cages pour les lions, les tigres, les panthères, les ours,
etc. Et donc, bien entendu, moi, je ne pourrais pas témoigner des années 1850, malgré toute ma bonne volonté. Mais mettons, 100 ans plus tard, dans mon enfance, j'ai été un visiteur assidu du jardin zoologique à une époque où il avait encore de nombreuses bêtes à montrer. Donc, tout le monde connaît à Marseille, encore de nos jours, on s'y réfère, l'éléphante Poupoule, qui a été pendant plus de 40 ans la vedette de ce jardin zoologique. Il y avait l'ours qui naturellement s'appelait Martin, c'était un plantigrade brun. Il y avait un chimpanzé qui avait une habileté extraordinaire, qui se servait de bouts de bâton pour récupérer les friandises qu'on lui envoyait en dehors de sa cage. On faisait exprès de l'envoyer un petit peu en dehors de sa cage, mais à la portée de ses bâtons. Et avec les bâtons, on la rattrapait. Ce jardin zoologique, si on en a, c'est vrai, une image assez proche dans un lieu de divertissement pour les enfants et pour les adultes, au XIXe siècle, c'était un lieu scientifique. Par contre, les animaux qui décédaient à l'intérieur de ce jardin d'acclimatation étaient voués à être ensuite taxidermiés et rentrer donc dans les collections du muséum. Donc il y avait cette volonté de créer vraiment un espace, une synergie entre le musée d'histoire naturelle qui présentait les espèces et le jardin d'acclimatation qui présentait in situ. Donc c'est l'exemple d'animaux et cet exemple du vivant finalement. À la même époque que la construction du palais, on installe sur le plateau Longchamp des bâtiments très particuliers. Bonjour, bienvenue à l'Observatoire de Marseille. D'abord, dans le quartier du Panier tenu par les jésuites, les astronomes ont déménagé ici pour observer le ciel. Au niveau du plateau Longchamp, nous dominions Marseille il y a 140 ans de cela. Maintenant, bien sûr, on est entouré de maisons, mais à cette époque-là, c'était un lieu propice aux observations, donc loin de la lumière, loin de la pollution. Ce qui a été décidé pour y mettre cet instrument-là, qui était donc le plus performant du monde de l'époque, puisqu'il possède en fait un miroir. C'est le premier grand miroir de verre recouvert d'argent. Avant, on les faisait en bronze. Or, le bronze, ça ne renvoie pas bien la lumière. Et donc là, c'était d'une technologie révolutionnaire que l'on doit à Léon Foucault et qui a fait que maintenant, les télescopes sont tous basés sur ce principe-là. Alors bien sûr, ce télescope aujourd'hui ne fonctionne plus, mais à quelques pas. Voilà, donc ici nous sommes devant la grande lunette de l'observatoire. Cette lunette date de 1872, c'est-à-dire que on a fêté cette année les 140 ans de cet instrument-là, qui a permis de faire bon nombre d'observations de comètes, on a découvert aussi, et d'astéroïdes que l'on traquait. On regardait leur position jour après jour pour connaître leur trajectoire autour du Soleil. Alors cette lunette est encore utilisée les soirs de conférence pour des observations, si la météo le permet, mais aussi pour des groupes ou des observations aussi de jour, lors d'éclipses, lors de phénomènes un peu sortant de l'ordinaire. L'Observatoire de Marseille est ouvert au public tous les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires, l'occasion peut-être d'une sortie la tête dans les étoiles. Au cœur du quartier, un équipement municipal sans équivalent à Marseille. L'espace Hyperion, 700 mètres carrés consacré à la musique. Ici, on peut prendre des cours ou encore louer un box de répétition. Alors c'est des box équipés d'une batterie, il y a des amplis guitare, il y a une sono, un ampli basse. À vocation sociale et culturelle, depuis 20 ans, ce lieu permet aux musiciens amateurs ou non de travailler dans un véritable environnement professionnel. Là, on va rentrer dans les studios d'enregistrement. De nombreuses personnalités y sont déjà passées, comme Jean-Jacques Goldman, Patrick Fiori ou encore le groupe Quartier Nord. Mais pour le moment... On a le projet Marseille Rêve, qui est le projet donc à mener, avec qui on est en partenariat mené par Eric Benzi, qui est un projet vraiment personnel, qui lui tient à cœur, la volonté de recentrer Marseille sur la scène musicale française. Et donc il y a toute une partie musique qui se fait ici. Donc on est en train justement là, de travailler sur le nouveau titre. C'est le monde de oui, oui, le paysage d'ici. Aime mieux la misère. Joueur de filtre, joueur de route. On en a la partie de faire un équilibre entre toutes ces voix, pour qu'elles ressortent toutes, que celles qu'on veut mettre en avant soient en avant, que celles qu'on veut mettre derrière soient derrière, mais qu'on les entende quand même, qu'elles trouvent toute leur place en fait. Joueur de route, vendeur de charme, Johnny B. Good.
le monde dans ce sentiment, dans ces vies. Un matériel à la pointe, des studios accessibles à tous, l'espace musical Hyperion met aussi en place des projets avec des écoles et de nombreux centres sociaux. L'heure tourne et ça tombe bien car juste à côté, installée dans une échoppe historique du 19e, la pâtisserie de Sébastien Maillet, une pâtisserie originale spécialisée dans les macarons, installée dans le quartier depuis 8 ans, un choix qu'il ne regrette pas. Mais disons que la boutique était à vendre, voilà, c'était là, on habitait dans le quartier, donc du coup, et puis je regrette pas, c'est un hasard qui fait bien les choses, donc je trouve que c'est un quartier quand même très agréable, où il y a de la vie, il y a beaucoup de commerce. Enfin, ça va quoi, c'est pas non plus des gens ultra fortunés, mais justement ça permet d'avoir un potentiel de travail qui est très large, donc c'est quand même hyper intéressant. Ici on trouve plus de 20 parfums, plus originaux les uns que les autres, mais on y confectionne encore bien d'autres gourmandises. Aujourd'hui par exemple, c'est la fabrication d'orangettes. Mais quand on lui demande quelle est sa spécialité, moi je suis vu comme le spécialiste du macaron, donc les gens viennent chez moi pour le macaron. D'ailleurs les enfants me le disent en sortant, monsieur macaron, enfin je suis vraiment connu pour ça. Et alors que je sais faire plein d'autres choses, donc c'est des fois un peu frustrant, mais bon, on va pas cracher dans la soupe, c'est très bien quand même. Un succès qui n'est pas prêt de s'arrêter à voir la clientèle défiler. Ouvert du mardi au dimanche, à 2 pas de la station de tramway, aucune excuse alors pour ne pas y faire un tour. Théâtre de nombreux événements de l'histoire, notamment lors de la Libération, et avec ses nombreux immeubles art déco, le quartier des 5 avenues a pourtant commencé à se développer à partir du Second Empire. Aux portes du centre-ville, aujourd'hui, c'est près de 14 000 personnes qui vivent ici. Et même si un tiers de la population a plus de 60 ans, les 5 avenues restent un endroit très familial et commerçant redynamisé par l'arrivée du tramway en 2007 et où il fait bon de s'installer à la terrasse d'un café.